tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suive le pas. Allez, maintenant on y va. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le premier épisode de la première saga Vue du banc. Ça y est, on y est enfin. 2 mois après l'annonce, je crois que c'est à peu près 2 mois après notre annonce sur Twitter. Sur Patreon, on a commencé les sagas et on va commencer par la France, vainqueur de l'Euro 2000 il y a déjà 19 ans. Un Euro 2000 qui paraît loin désormais, qu'on a commencé à visionner. On a regardé plusieurs matchs de poule. On va se préparer à regarder les quarts de finale, mais on commence par un premier épisode sur le contexte de l'année 2000, l'année de football, avec Florent. Salut Florent Tonuti, salut Florent. Salut. Et avec évidemment Christophe Kuchli, la machine indestructible. Salut Christophe. Bonjour Raphaël. Oui, je suis Raphaël Cosminis. Je vais représenter un peu tout le monde parce que les gens qui nous rejoignent peut-être n'ont pas forcément écouté tous les épisodes de Vue du Vent. Florent Tonuti qui a créé le site Chronique Tactique, on le rappelle, qui écrit pour SoFoot depuis quelques semaines là, Flo. Ouais, pour l'été. Notamment écrit un petit article sur Jeffrey Adelaide. Oui, c'était pourquoi il devait signer à l'OL et heureusement qu'il est sorti juste avant parce qu'au final le transfert a été officialisé dans les heures qui ont suivi. Donc c'était un petit peu juste niveau deadline. L'article n'a pas eu un long temps de vie, mais au moins il est sorti au bon moment. Ah, mais t'as rarement eu un timing aussi bien senti quand même sur un article. Hein, Florian Maurice a peut-être lu, même si apparemment l'intérêt remontait à un peu plus longtemps. Et puis Christophe Kuchli qui écrit pour Le Monde, pour Eurosport, qui a coécrit avec moi, avec Julien Maumont, avec Gilles Jean et Philippe Gergoff déjà des livres auparavant et qui écrit aussi pour l'AFP. Christophe, notamment, tu couvres Lille cette saison. Absolument, je couvre Lille et je me prépare à écrire un petit article sur Victor Osimhen dès que nous aurons fini cet enregistrement. Très bien, voilà pour les présentations. Pour moi, j'écris pour l'équipe. Je sors des cahiers du foot comme Christophe et je bosse aussi au Red Star sur les jeunes. Donc vous avez à peu près tout. Je pense que pour la plupart, les présentations n'étaient pas nécessaires, mais il fallait le faire au cas où. Alors messieurs, on est en mai 2000. Vous suivez le foot déjà, je pense. Je pense que Florent, tu es déjà supporter des Girondins à l'époque. Ouais, surtout qu'ils viennent d'être champions en 99, donc forcément c'est plus simple de supporter une équipe qui gagne quand t'es petit. Quel est ton rapport au foot en 2000 ? Toi, Flo, en 2000, t'as quoi ? 9 ans, 10 ans ? 10 ans, ouais. 10 ans. Enfin, au moment de l'Euro, j'ai 10 ans, ouais. 11 ans après, en octobre. Je le pratique déjà, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc c'est un petit peu différent. Et puis oui, je suis d'assez près puisque Bordeaux est champion en 99, donc on est quand même sur une période assez positive. Et c'est vrai que quand t'es petit, généralement si l'équipe du coin gagne, tu suis et tu deviens supporter de cette équipe là, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. Ouais, j'étais dans la période assez positive. Après il y a eu un moment un peu plus tard, genre quand on parlera de 2003-2004, où vu que Bordeaux devenait plutôt mauvais, tu vas te détourner, tu vas t'intéresser à d'autres trucs. Mais là, ouais, je vais pas dire que j'étais à fond, mais ouais, je suivais d'assez près, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu le pic du supporter de Bordeaux, qui a à peu près 30 ans aujourd'hui, parce que, alors certes, il y a eu le titre en 2009 ensuite, mais j'ai l'impression que l'époque des fins des années 2000 est gardée avec plus de sympathie et d'émotion que l'époque 2009. Parce que c'est plus loin, déjà, donc forcément, il y a une nostalgie qui est un peu différente. Après, il y a aussi quelque chose dans la manière dont le titre a été fêté, qui a été très différente de 2009. Il y a pas mal d'histoires du titre de l'époque où les joueurs rentrent à 3h du matin et que le stade, qui était le Parc Lescure encore à l'époque, était plein à craquer avec, je crois, il y avait 15-20 000 personnes qui étaient là pour... Enfin, du coup, c'est pas plein, mais voilà, il y avait plein de personnes qui étaient là pour accueillir les joueurs au milieu de la nuit et du coup, ça a fait une fête assez mémorable dans le stade. Chose qui n'a pas eu lieu en 2009 où c'était toujours Chaban, c'était toujours le même stade, mais la fête a pas du tout été la même. Ça a plus été dans la ville et au quinconce le lendemain, mais il n'y a pas eu cette folie douce qui s'est prolongée tout au long de la nuit en fait. Et donc ça, je pense que c'est aussi ça qui fait que le souvenir diffère un peu entre les deux titres. Puis il y a eu aussi la fin en queue de poisson avec Blanc qui part rejoindre l'équipe de France, fin de saison 2009-2010 très compliqué, derrière des gros contrats qui te restent sur les bras pendant des années. Oui, alors qu'à l'époque, Bordeaux a continué en fait à finir dans les 5-6, généralement 4e, toujours à cette fameuse place qui te qualifie pas pour la Ligue des Champions. Et c'est là peut-être que Bordeaux a commencé à reculer petit à petit dans la hiérarchie en ne se qualifiant pas pour la Ligue des Champions année après année quand d'autres le faisaient, notamment l'OL. Et finalement, ensuite, il y a eu la première chute et le départ d'El Libop, puisqu'au final, c'est quand même un entraîneur qui est resté
je veux dire 6-7 ans de tête à la tête des Girondins, et ce qui à l'époque était peut-être plus habituel que maintenant. Oui, ce qui maintenant peut paraître fou. On part dans le nord pour rejoindre Christophe, qui à l'époque... Alors, est-ce que tu faisais déjà des contrôles en porte-manteau, Christophe? Ou est-ce que tu étais plus intéressé par le saut à ski quand t'avais 9-10 ans en 2000? J'étais intéressé par le saut à ski en termes de visionnage, puisque c'était le seul sport que je pouvais voir à la télé chez mes grands-parents à la frontière allemande sur Eurosport, parce que chez moi il y avait... Enfin si, je m'intéressais au foot, mais c'était au foot belge, puisque donc, comme je le disais, j'avais que les chaînes de 1 à 6, sans Ouais, canal, parce donc que du coup... il faut aussi dire que comme Pierre Bénichou, t'as quelque chose d'alsacien en toi. Oui, c'est ça, une partie de ma famille qui vient d'Allemagne et de la frontière et d'Alsace. Ouais, donc comme je le disais, le foot, ça se limitait à ce qui était sur les chaînes publiques françaises, donc c'était un peu compliqué. Donc étant frontalier avec la Belgique à Lille, j'avais les chaînes belges, la RTBF1, la RTBF2, et du coup je regardais ce qui était l'équivalent du téléfoot belge qui existe encore, donc du coup, mais à l'époque c'était plus Jan Koller, Thomas Radzinski, Anderlecht, Per Zetterberg, etc. Donc c'est plus là-dedans que j'ai grandi sur l'aspect découverte du foot. Je connaissais beaucoup mieux le championnat belge que les autres championnats Ligue 1, etc. Et donc le saut à ski que je regardais tous les hivers en vacances chez mes grands-parents. Pour la pratique, par contre, là je jouais, mais c'était pas contrôle en porte-manteau. J'étais plus... alors, je sais pas s'il y a vraiment un joueur qui avait mon profil. Alors, j'étais une sorte de tout droit. Alors, on n'est pas obligé de faire que les joueurs pros, hein. Tu peux très bien citer un joueur de la campagne qui t'a fait penser à toi, hein. Ouais, non, mais en fait, j'étais un incroyable tout droit parce que je courais 3 fois plus vite que tout le monde. Du coup, j'ai fait de l'athlétisme après puisque c'était plus pertinent que le foot, puisque ma qualité principale était de courir. En fait, Maintenant, j'étais pas un trop mauvais meneur meneur de jeu, ça allait. T'étais le genre de joueur que t'aimes pas, quoi. Ouais, ça va. Bon, après, j'étais pas trop mauvais, quoi. Je me souviens, j'avais été supervisé par quelques clubs du coin. Alors, je pense que le LOSC avait supervisé tout le monde, mais je sais qu'ils s'étaient un peu intéressés à mon équipe. Bon, je me serais jamais retrouvé au centre de formation, hein, faut pas déconner. Mais mon avantage physique faisait que j'arrivais à m'en sortir. Mais là, on va dire, c'était ma période de gloire, quoi, vers 9, 10, 11 ans par là. C'était pas une grande gloire, mais on a fait genre des quarts de finale de coupe régionale, etc. Et j'ai arrêté le football peu de temps après, 1 ou 2 ans après, en arrivant sur le grand terrain, où on n'exploitait plus assez mes qualités très spécifiques. C'est Pic Kuchli. Ouais, parce qu'une des dernières fois que j'ai joué avec Christophe, alors c'était à l'époque où Christophe peut-être travaillait moins les jambes, parce que Christophe, quelqu'un qui travaille un peu comme Mohamed Salah, beaucoup le haut de son corps, et on avait fait un urban, un five à Porte de la Chapelle, où d'ailleurs le hangar a été supprimé, il y a plus de five là-bas, et tu t'étais claqué après 2 minutes de jeu. Et encore, peut-être même pas. On avait fait un foot de genre 5 heures la semaine d'avant, alors que je n'avais pas joué au foot depuis 3 ans. Et mon corps était encore sur la mémoire de la semaine d'avant et n'a pas tenu. Oui, moi je reste toujours de la théorie que tu avais un corps beaucoup trop musclé en haut et pas du tout assez en bas. Ce qui est encore le cas, mais oui. Oui, mais peut-être un peu moins. J'ai l'impression que ça bosse un peu plus les jambes. Bon, Flo, t'étais quel genre de joueur à l'époque? Est-ce que t'avais déjà cet aspect analytique ou pas du tout? Non, je pense pas. Quel genre de joueur? J'ai beaucoup bougé, joué à 9-10 ans, je sais plus, parce que du coup c'est du foot à 7 ou à 9, je crois. Il y avait Benjamin à 7, Benjamin à 9, il y avait deux... Là, quand on était petit, c'était à 7, ouais. Et c'était à 9 ensuite quand on passait en Benjamin, mais maintenant, aujourd'hui, en école de foot, c'est à 8 pour tout le monde. Je jouais plus souvent devant, enfin j'ai jamais joué derrière de toute façon. Je jouais soit attaquant, j'ai joué à gauche vu que j'étais gaucher, le truc classique de l'époque. Non, on va dire que j'étais un joueur pas très chalant, pour reprendre... Mais non, je m'en sortais techniquement, j'étais capable de faire des choses sympas, mais j'étais pas dribbleur, quoi. J'étais pas dribbleur, mais tout ce qui était contrôle dans le bon sens ou des choses comme ça, c'était déjà un petit peu enregistré. Il y avait du Jérôme Bretagne en toi. Non, j'irais pas jusque là non plus, parce que j'avais pas le boulard qui fait que je vais prendre, je vais bouffer je sais pas combien de balles par match. Non, ouais, j'étais l'un des rares gauchers de l'équipe. Du coup, je jouais la plupart du temps et je jouais milieu gauche, ouais, à ce moment-là, il me semble.
Bah, c'était un peu pareil pour moi. Gaucher aussi. Alors à l'époque j'allais très très vite quand j'étais petit, ça a vachement changé. Maintenant je suis très très lent, comme en témoignera Christophe. Oui. Mais voilà, il se venge de la vanne sur son claquage. Non, mais plutôt gaucher, ouais, sur le côté, mais pas forcément très centreur, plus gaucher, qui va essayer de repiquer et de venir à l'intérieur. Bon, sans être incroyable, hein. Autant j'ai joué avec des mecs qui ont après atteint des bons niveaux, autant moi j'étais pas parmi les meilleurs, surtout pas en Île-de-France où c'est hyper concurrentiel. Donc ça, c'est pas du tout, mais plutôt bon joueur techniquement. Après, pas de coffre, pas de volonté de défendre, donc un joueur un joueur de five. Ça n'a pas changé, ouais. Ouais, un joueur de five, donc voilà, plutôt j'ai bien aimé le fait que les espaces se réduisent, même si c'est beaucoup plus cher de jouer en five. Bon, est-ce que Christophe, il y avait une équipe que tu supportais à l'époque, parce qu'on sait qu'aujourd'hui tu n'en supportes pas vraiment. Je pense qu'il y a une petite tendresse pour le Barça, quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, donc tu dois beaucoup souffrir en ce moment. Mais est-ce qu'à l'époque, quand tu regardais le football belge ou le saut à ski, il y a une nation ou un club qui t'a attiré? Non, bah, enfin, un club, non, pas particulièrement. Je trouvais qu'Anderlecht c'était sympathique à l'époque, mais je n'avais pas de passion. C'est juste que c'était l'équipe qui jouait le mieux, donc du coup, ça m'intéressait, ça retenait mon attention. Pour les sélections, ça a toujours été la République tchèque, hein, depuis 96, où c'est les tout premiers souvenirs sportifs que j'ai, quasiment les premiers souvenirs d'être humain, avec la République tchèque à l'Euro 96. J'ai toujours été fan de ce pays. Donc 2000, je vais pas dire que c'est le pic, parce que le pic c'est 2004 avec une chute terrible, mais en tout cas je suis très fan de la République tchèque, et je ne vais pas Grande tarder à nation de demander. saut à ski aussi ou pas? Oh, pas spécialement. Il y a eu une victoire dans le tournoi des 4 tremplins. Jakub Janda, qui est la seule fois où ça termine ex aequo en tête de la tournée des 4 tremplins, alors que c'est au 10e sur des valeurs à 1000 points et quelques, donc c'est un truc totalement improbable. Ce sera coupé au montage. Mais tant mieux. Mais non, pas grosse nation de sport d'hiver et de saut à ski. Mais oui, République tchèque, donc Pavel Nedved notamment, Karel Poborský à cette époque, c'est le Graal pour moi, c'est le top du top, c'est ce qui m'intéresse au foot, de voir ce type de joueur. Bah, on parlera pas mal de Poborský dans l'épisode 2 d'ailleurs. Florent, est-ce qu'il y avait un joueur en particulier? J'imagine que ça devait être un Bordelais, peut-être Benarbia, peut-être Mikou. Non, Mikou, ouais. Victor à l'époque. Mikou, t'étais un peu comme Tony Kroos alors, son idole c'était Mikou. Bah, Mikou, tout à l'heure je t'ai dit un petit peu le joueur que j'étais, côté gauche, pas très chalant, etc. Ça collait en fait à ce qu'était Mikou à Bordeaux de toute façon. Et là, à ce moment-là, il me semble que c'est sa dernière saison, et qu'il part à Parme à l'été 2000 justement. Il reste un an après le titre et il s'en va ensuite. Et donc oui, là c'était Mikou à l'époque. Ça allait rester pendant pas mal de temps, même si entre la période où il quitte Bordeaux et où il revient en 2007, il me semble, 2006-2007 pour la deuxième saison de Ricardo, il y a aussi un attaquant portugais qui est passé à Bordeaux et qui a quand même pas mal marqué les esprits, qui était Paoletta. Donc j'ai oscillé entre les deux pendant toute cette période en fait. Bon, pas de Dugarry. Non, pas de Dugarry, pas du tout de Dugarry, non. De toute façon, on va en reparler de Christophe. Oui, on va pas mal en reparler de Dugarry et d'autres. Bon, passons au contexte de l'année 2000, contexte foot cette fois-ci, parce que je pense qu'on a fait suffisamment sur notre enfance, mais ça m'intéressait d'en savoir un peu plus. Est-ce que, Ligue des Champions 2000, je pense que vous vous rappelez du vainqueur? C'est le Real. Ouais, moi je Oui, oui, le Real Madrid contre Valence. Valence, ouais. Real Madrid avec des buts de Morientes, McManaman et Raoul. Il y avait Anelka titulaire, non? Je crois en finale. Oui, il y avait Anelka titulaire avec Morientes. Ouais. C'était jolie la feuille de match Wikipédia. C'était une défense à 5 avec Roberto Carlos, Ivan Campo, Elguera, Carranca et Salgado. Bonne cuisse de Michel Salgado. Ouais. Je pense que tu remets la même ligne défensive en 2019. Je suis pas sûr que ce soit niveau Ligue des Champions. Carranca qui est l'adjoint de Mourinho aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. L'adjoint de Mourinho qui a aussi eu ses rôles de numéro 1 en Angleterre. Ouais, je crois, même à Middlesbrough. Puis il y avait aussi à Valence, si on parle de joueurs qu'on a un peu oubliés, Farinos. Valence, au final, personnellement, c'est une équipe qui était très marquante parce que à ce moment-là, ils ont des résultats improbables. Donc t'as Farinos, Kili Gonzalez, Claudio Lopez. Ils perdent 2 finales de Ligue des Champions à cette époque-là. Ouais. J'étais très fan de Mendieta. Alors je le voyais pas souvent, mais quand je le voyais, j'aimais beaucoup ce joueur. Bon, j'aimais bien Kili Gonzalez, mais parce que son nom me faisait rigoler. Mais footballistiquement, Gasca Mendieta, c'était quand même assez intéressant. Plus qu'Ayala quand t'es jeune, Ayala, plus brut de décoffrage, on va dire.
Ouais, mais il y avait aussi Avec- Cagnessares dans les buts. Angloma était toujours là, Oui, j'imagine. Angloma était toujours là. Il n'était pas encore en Turquie en train de faire des émissions de télé-réalité. Il y avait Angulo aussi, Claudio Lopez devant. Donc Ouais. c'était une très belle équipe. Est-ce que c'était Deschamps ou Deschamps est l'année suivante Non, à il n'est Valence pas là encore, je Non, crois. c'était pas lui encore. Je crois qu'il Ouais, était- sûr. il devait encore être à la Juve. Coupe de l'UEFA. Est-ce que vous vous rappelez du vainqueur de la Coupe de l'UEFA de l'époque, sachant que la Coupe des Coupes avait été supprimée la saison précédente, victoire de la Lazio de Pavel Nedved. Qui marque le dernier but de l'histoire de la compétition, le but vainqueur. Comme quoi Nedved marquait des buts en finale aussi, hein, comme Zidane. Ouais. Faut pas sous-estimer. Dans la Coupe de l'UEFA, est-ce que vous vous rappelez? Le vainqueur est pas évident. Liverpool à Alaves, c'est l'année suivante, donc c'est pas ça. Ouais. Mais il y a une équipe anglaise aussi en finale. Il y a une équipe anglaise en finale. Bah, c'est Arsenal, je vous dis l'équipe anglaise, mais je sais pas si vous vous rappelez. C'est Galatasaray. Hein. Galatasaray, ouais, au D'accord. tir au but, avec des buts de Hakan sur les tirs au but. Vieira et Schuker qui ratent leur penalty. Leur tir au but, il n'y a que Parlour qui marque, et puis une défaite 4-1 au tir au but d'Arsenal. Il y a du George Hadji à Galatasaray. Il y a du Hadji, il y a du Hakan Choukour, il y a du Okan, il y a du Tafarel dans les buts. C'était 0-0. Du Popescu derrière, ouais, c'est 0-0. Et si tu dis l'équipe d'Arsenal, il y a Silvino, qui est latéral gauche à l'époque. Dans l'équipe, il y a 3 Français dans l'équipe d'Arsenal, Vieira Petit au milieu et Henri devant, qui est avec Bergkamp. Donc voilà, pour rappeler un peu les noms de l'époque. Donc voilà, les vainqueurs de Coupe d'Europe à l'époque. Un autre au football, parce qu'en revoir Galatasaray en finale de Coupe de... Bon, maintenant, c'est plus la Coupe de l'UEFA, mais en finale de Coupe d'Europe aujourd'hui, ce serait étonnant. Vainqueur des grands championnats, alors l'Angleterre, c'est Manchester United. L'Italie, encore une fois, Pavel Nedved. Christophe. Lazio. Ouais, la Lazio de Rome. En Espagne, je vous laisse deviner parce que c'est le dernier vainqueur le plus improbable, je pense, de l'histoire du championnat d'Espagne. C'est le Deportivo Ouais, de... ouais. Deportivo La Corogne. Mais qui avait énormément de grands joueurs à l'époque, avec Tristan, Pandiani, Andrade aussi, je crois, Christophe, à cette époque-là. Qui était... Naïbet. Noureddin Naïbet, Ouais. Djalminia. Ouais, Djalminia qui était un numéro 10 complètement fou. Les compilations de Djalminia sur YouTube, Ah, c'est l'impression que le mec est joué au futsal en plein match. oui, de... le mec faisait des sombreros arrêtés, etc. C'était une conception assez amusante du football. En Allemagne, c'est le Bayern Munich, rien de surprenant. Et puis en France, c'est Monaco. C'est de Monaco. Claude Puel, Ouais. avec Trezeguet, avec Simonet, je pense, à l'époque, avec Gallardo. À mon avis, ça doit être ça à peu Il près. doit y avoir du Shabani Londa dans le lot. Ah, je sais pas si Ah, Chabani. il est encore en Rennes, je pense. À ce Ouais. moment-là. Encore à Rennes. Encore Donc à Rennes. plutôt Philippe Léonard. Ah bah, tu réponds déjà à un futur quiz de... Bon, je le ferai tout à l'heure, mais tu viens de citer un joueur étranger qui évoluait en Ligue 1 à l'époque, donc on en reparlera tout à l'heure. Meilleur buteur à l'époque en première ligue, je vais les donner parce que c'est pas facile. Le premier, c'est Kevin Phillips. Je sais pas si vous vous rappelez de Sunderland. Southampton. Sunderland, pardon, je confonds toujours les deux. clubs. Qui met 30 buts cette saison-là. Deuxième, Alan Shearer. Troisième, Dwight York. En Ligue 1, Sonny Anderson, évidemment, devant Trezeguet et Simonet, le duo de Monaco. En Bundesliga, là pour deviner, c'est pas facile. Martin Max, Ouais. Ulf Kirsten et Ebersand. J'aurais eu Kirsten. Ouais, je sais que Martin Max a été meilleur buteur. Je crois que c'est Huerta à l'époque. C'est un peu tradition Kevin Phillips de ces buteurs un peu anonymes des clubs de second, enfin anonymes, qui n'ont pas eu forcément Ouais, mais leur tu vois, chance au niveau. Ça existe plus trop en 2019 parce que dès que t'es un bon buteur, un an plus tard, t'es dans un grand club. Donc c'est quand même très compliqué aujourd'hui de finir le meilleur buteur d'un championnat en étant dans un petit. Je sais pas qui a été le dernier à vraiment le faire. Je sais pas si dans un des 5 grands championnats, on a souvenir de joueurs comme ça. En Serie A, il y avait les plus grands attaquants. Premier, Shevchenko. Deuxième, Batistuta. Troisième, Crespo. Voilà, c'était solide comme ça pour le coup. C'est assez costaud. Et en Liga, un joueur dont j'ai aucun souvenir, mais Christophe pourra peut-être nous Salva. aider, c'est Salva Ballesta. Ouais, Ça va. Je me souviens surtout de lui dans les Sporkle où tu dois le deviner. Ouais, pareil. À force de pas tomber dessus, maintenant je me souviens de lui. Sinon, pour les meilleurs buteurs, je crois qu'il a été meilleur buteur dans un club un peu de second rang. Je pense que Gekas en Bundesliga doit être mais c'est l'un vieux, des peut-être. derniers. Ouais, c'est vieux. Bon, Oui, il y en a non, ceux- c'est vieux. J'ai pas dit que c'était récent, mais c'est l'un de ceux qui me vient de ces gens qui n'étaient pas des très grands joueurs de foot, mais qui marquaient pas mal de buts dans des clubs qui n'étaient pas Et dans Salva, le top 2. c'était au Deuxième. Betis. Ouais. Ouais. Deuxième ex-aequo en Espagne, c'est Hasselbaink et Catania. Et troisième, c'est Roy Mackay. Enfin, quatrième du coup. Oui, quatrième, mais tu auras compris, troisième en termes de chiffres, qui croisera d'ailleurs la route de l'équipe de France lors du troisième match de poule. On en reparlera lors du prochain épisode. Ballon d'or 1999, pour resituer un peu qui sont les grands joueurs de l'époque. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5, 6 Européens. Est-ce que Florent est capable de me citer un Européen comme ça du top 10 de 99? Zidane doit être dedans.
Non, il est pas bah dans non, le même top pas. 10 de 99, je crois, à cause de. Je sais pas si cette année-là le carton rouge ou si. Non, c'est l'année d'après, c'est 2000 le carton rouge qui l'empêche d'être dans le top du Ballon d'Or, mais il n'y est pas. Mais 99, c'est surtout l'épopée de Manchester, donc il y a évidemment une réponse. Il y Giggs. a David Beckham, il n'y a pas Giggs, il y a David Beckham. Alors dans les buteurs européens que j'ai cités, il y a Shevchenko qui fait 3e cette année-là. Batistuta fait 4e, Figo fait 5e, Roy Keane fait 6e, Vieri fait 7, Véron lui est 8e, et puis si on retrouve des Européens, c'est 9e et 10e, c'est Raoul et Mataus, qui fait quand même 10e du Ballon d'Or à 37 ans. Bon, et le vainqueur de l'époque, je pense que Christophe, tu l'as. C'est Rivaldo. Ouais, Oui, Rivaldo c'est- qui Rivaldo. finit premier. Et deuxième, tu l'as dit? Et deuxième, c'est Beckham. Deuxième, Ah c'est oui, Beckham. d'accord. Le représentant de Manchester United à l'époque pour leur N'empêche Roy Keane dans le top 10. Ouais. C'est- Bah aujourd'hui, si tu fais la comparaison, c'est peut-être N'Golo Kanté qui avait fini top 10, non, quand il avait fait sa saison à Leicester, je crois. Bah, après, en plus, faut quand même dire qu'il y a une telle dispersion des voix que quand t'arrives 7-8, enfin, genre, je me souviens, Oui. je crois que c'est Payet 13e, chose comme ça, il suffit qu'il y ait 2-3 mecs qui votent pour toi et tu te retrouves assez vite. Ah oui, c'est comme ça Ah, que l'avait c'est- présenté l'OM quand il l'avait récupéré. Ils avaient dit on a ramené de West Ham le 17e du Ballon d'Or. 17, ouais. Ouais, voilà. Bah écoute, aujourd'hui, t'as son salaire sur les bras et c'est un peu compliqué. On passe aux qualifications de l'Euro 2000. Et là, dans ton souvenir, Christophe, tu disais quand on préparait le podcast que la France avait connu des qualifications très difficiles. Je sais pas si tu t'en souviens précisément ou pas, dis-moi, et je te corrigerai après sur les qualifications. De mémoire, je pense que si le Boeuf met pas son penalty à la dernière seconde compte en d'or, t'as 2 points de moins. Et qu'avec 2 points de moins, bon après tu refais pas l'histoire, mais tu ne te qualifies pas forcément. Ouais. Et que ça se joue un peu je vais pas dire sur un coup de dé, mais sur la dernière journée où tout se goupille plutôt bien pour que tu termines premier de groupe. Ouais, bah c'est ça, parce que la France termine première de son groupe, mais avec seulement 1 point d'avance sur l'Ukraine. Sachant que le groupe de qualification de la France, c'était France, Ukraine, Russie, Islande, Arménie, Andorre. Donc voilà, sachant que la Russie de 1999. C'est de beaux déplacements pendant les matchs de novembre. C'est garanti ça pour le coup. À part Andorre, Ouais, c'est clair. c'est vrai que c'est compliqué. Autre petit fait sur la phase de qualification, encore un truc qui va plaire à Christophe, c'est que la République tchèque gagne ses 10 matchs de qualification. Donc elle arrive à l'Euro 2000 quand même avec une bonne réputation. Très belle époque pour le football tchèque, donc ça va beaucoup moins bien aujourd'hui. Le Portugal finit meilleur deuxième, se qualifie directement, et sachant que le Portugal finit deuxième d'un groupe derrière la Roumanie. Ça peut paraître dingue aujourd'hui, mais c'est la Roumanie de Hadji à Christian l'époque. Kivu. Oui, et de Kivu. Très belle équipe à l'époque. L'Angleterre passe en barrage difficilement contre l'Écosse, tandis que dans les barrages, le Danemark colle sur 2 matchs 8-0 à Israël. Et puis d'ailleurs, ça a plongé Israël dans une crise sans fin, puisque depuis, on n'a pas revu Israël du tout proche de se qualifier pour un Euro. Malgré la présence de Luis Fernandez. C'est sélectionneur. Une époque du football assez dingue. Donc on se retrouve avec 4 poules. La poule de la France, on s'en rappelle à l'époque, c'est Pays-Bas, France, République tchèque, Danemark. Mais la poule de la mort, à l'époque, le groupe de la mort, c'était la Roumanie, le Portugal, l'Angleterre et l'Allemagne. On en reparlera lors des épisodes suivants. Groupe B, Italie, Turquie, Belgique, Suède. Et groupe C, Espagne, Yougoslavie, Norvège, Slovénie. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, Florent, des équipes, des favoris, mais quand je te dis ces 16 équipes-là et que je te dis on est en 2000, t'aurais vu qui comme favori? Je donnerai les groupes, les 23 tout à l'heure. Bah, vu le parcours des Tchèques que t'as donné juste avant et le fait qu'ils soient vice-champions d'Europe après leur finale en 96 face à l'Allemagne, j'aurais cité les Tchèques et qui se retrouvent dans le groupe de l'équipe de France, c'est quand même pas simple parce que t'as quand même 3 équipes, France, Pays-Bas, République tchèque, qui peuvent avoir des ambitions au début du tournoi. Après, t'as l'Espagne qui semble être dans un groupe plutôt sympa avec la Norvège, la Yougoslavie et la Slovénie. Ils sont quand même un cran au-dessus sur le papier. Dans le B, c'est pareil, c'est un peu pareil pour l'Italie parce que la Belgique, au final, c'est pas du tout la Belgique d'aujourd'hui. Du moins, c'est l'impression que j'en ai d'assez loin. Et après, ouais, c'est vrai que t'as le groupe A où là, vu que la Roumanie a été très performante en qualif, tu peux aussi te dire que là, t'as 4 équipes par contre qui peuvent passer. Après, bon, je dis ça à la base. Normalement, tu devrais te dire que l'Allemagne devrait être capable de faire quelque chose vu qu'ils sont champions en titre, champions d'Europe en titre. Mais bon. Après, t'as aussi la Coupe du Monde 98 qui est passée entre temps, ouais. Et aussi j'ai rebattu les cartes. C'est vrai, mais oui, c'est vrai que le groupe A, en gros, t'as 4 équipes qui peuvent passer, t'as l'impression. Le groupe D, t'en as 3, et après, c'est vrai que les groupes B et C ont l'air un cran en dessous. Oui, surtout que l'Italie de 2000,
c'est quand même une équipe qui est largement au-dessus des concurrents dans ce groupe B. Donc tu vois mal la Turquie, la Belgique, la Suède les embêter. L'Italie sort de ce quart de finale perdu au tir au but contre Alors la que France. ce qui est rigolo, c'est que le temps que tu cites les groupes et tout, je suis allé voir les coefficients UEFA de l'époque. Et c'est assez rigolo de voir que dans le pot 1, forcément, t'as l'Allemagne puisqu'ils sont qualifiés direct. Mais en fait, le classement, le réel classement, c'est l'Espagne qui est en tête au niveau du coef UEFA. Et deuxième, troisième, quatrième, c'est Roumanie, Norvège et Suède. C'est quand même assez surprenant. Donc je sais pas comment ils faisaient leur classement. Les classements ont toujours des problèmes. Parce qu'on disait récemment que les classements FIFA ou UEFA c'était n'importe quoi, mais c'était peut-être pire à l'époque. Et là, pour le coup, l'équipe de France était 12e. Donc ils étaient chapeau 3 avec la Yougoslavie, le Portugal et l'Italie qui était 13e. C'est quand même surprenant. Après, quand tu vois la phase de qualif difficile de la France, c'est peut-être ça aussi qui les a fait descendre, sachant que si tu prends en compte peut-être les derniers euros, l'Euro 92, je suis pas sûr que la France fasse quoi que ce soit d'intéressant, alors l'Euro 96 est mieux. Donc je sais pas quels étaient les critères à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces équipes qui sortent un peu de nulle part comme la Norvège. Après s'ils comptaient aussi parce qu'il y a des équipes qui utilisent encore ce petit avantage des matchs amicaux qui sont comptés comme des matchs officiels et qui du coup font des matchs amicaux contre des petites équipes et qui gagnent à chaque fois, comme ça leur fait un bon coef FIFA maintenant du coup. Dès qu'il s'agit de le prendre en compte. Donc c'était peut-être ça à l'époque qui était un peu plus encore plus exacerbé. Je sais pas, c'est une supposition. Christophe, est-ce que tu te souviens à l'époque de qui étaient à peu près les stars qu'on avait en tête? Alors nous on avait tous entre 7 et 10 ans, donc on était vraiment au début de l'éveil au football. On voyait le foot à travers les buts, les meilleures actions, ce qu'on avait vu passer à la télé. Mais si je te dis star du football en 2000, tu penses à qui? Malheureusement, je pense que je suis pas mal dans mon délire tchèque, donc les premiers joueurs qui vont me venir à l'idée, c'est des gens type Nedved. Ça va quand même rejoindre ta question posée à Florent sur le côté favori. Alors je pense qu'il y avait aussi ce petit tropisme à la fois République tchèque et à la fois France qui se retrouvaient dans le même groupe, mais moi mon idée avant la compétition et du coup mes stars, c'était vraiment l'idée que les gens qui allaient sortir de ce groupe, le groupe qu'on va surtout étudier avec France, Pays-Bas, Danemark, République tchèque, que les deux équipes qui sortiraient seraient les deux favorites pour la compétition. Je t'avoue que j'avais moins de billes et moins d'attentes sur le niveau réel. Italie, Espagne, même si Espagne, dans mon souvenir d'époque, c'était déjà qu'il y avait un peu le côté loser magnifique. Mais j'avais l'impression que Raoul était une énorme star à l'époque. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'à l'époque, je regardais encore la cassette de l'Euro 2000. Je me la suis tapée, je sais pas, 1000 fois en je sais pas combien de jours après la finale. Il a suffi que ma mère enregistre un épisode de Colombo par-dessus pour que je la perde plus jamais. Donc ça a été une crise terrible ce jour-là. Mais Flo, toi aussi t'as l'impression que, je sais pas, je pensais qu'à Raoul à l'époque. Il y avait déjà la paire Raoul Morientes quoi. Il y avait le fait que le Real allait en finale de Ligue des Champions. Voilà, qui aidait. Après tu vois quand t'arrives sur un Euro ou la finale de Ligue des Champions, c'est Real Madrid Valence, forcément t'as tous ces joueurs là qui vont rester en tête et tu vas te dire peut-être que l'Espagne va en faire quelque chose, même si, comme le disait Christophe, ils avaient déjà ils avaient même depuis longtemps cette réputation de loser une fois les matchs coup près arrivés. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Mais après, t'avais aussi de tête aussi, t'as la génération de United, tous ces joueurs de Manchester United qui ont bouffé quand même pas mal via l'équipe du dimanche, parce que c'était la grosse équipe qui avait gagné les Ligues des Champions l'année précédente avec un scénario complètement fou en plus. L'Angleterre était un cas particulier, parce qu'il y avait à la fois cette génération-là qui était à son pic, les Beckham, les Giggs, et puis il y avait la génération un peu plus vieillissante, notamment les défenseurs, ceux d'Arsenal, les Tony Adams, les Dixon, les Keown, Dennis Irvine, qui d'ailleurs ont coûté la compétition à cette équipe-là, parce que c'était une équipe très vieillissante, comme l'Allemagne d'ailleurs. Donc mais c'est vrai que les stars anglaises étaient aussi. Puis moi, je pensais aussi aux stars néerlandaises, tu sais. Oui, c'est pour ça. Je vous ai laissé la main, mais c'est vrai que étant focalisé pas mal sur ce groupe, je pense que je suivais déjà un mec comme Overmars, mais un Bergkamp notamment. Kluivert aussi, c'était énorme. Kluivert aussi, c'est vraiment des joueurs qui étaient dans le radar au-delà des Français que bien sûr on connaissait, notamment de l'épopée de 2 ans avant. Davids aussi. Oui, Edgar Davids. Pour le look, etc. Quand t'étais petit, c'était un joueur forcément qui oui, ça interpellé en fait. Ouais. Alors, petit quiz, est-ce que... Alors, il y a rien à gagner, juste des points et un peu de fierté pour pas vous faire chambrer sur le Discord, mais est-ce que vous vous rappelez du joueur le plus jeune de la compétition? Alors, il y en a 2, il y a un gardien et il y a un joueur de champ.
Je me souviens que Von Lanten a été mes plus jeunes joueurs d'un Euro plus tard. Mais en 2000, il faut tellement additionner des trucs. Dans les joueurs je sais que qu'on a Kivu vus, est assez jeune, mais je pense pas que ce soit le plus jeune. Kivu est le deuxième joueur de champ le plus jeune, mais c'est pas le plus jeune. dans les joueurs qu'on a vus au premier tour, il y a peut-être Rosicki. Oui, il a un an de plus que le joueur le plus jeune de la compétition. Il a une année de plus. Pour le gardien, c'est assez facile. Un gardien très jeune, mais qui est quand même titulaire dans son club, dans un grand club, et qui est en concurrence d'ailleurs avec le gardien qu'il a affronté en finale de Coupe d'Europe. Casillas. Ah ouais, oui, Casillas. C'est Canizares. Casillas et Canizares qui se joue la place de titulaire en équipe d'Espagne. Et le joueur de champ, c'est quelqu'un qui joue pas du tout à l'époque, mais qui aujourd'hui, qui a arrêté sa carrière il y a très peu, mais je pense que vous le trouverez pas. C'est Gareth Barry, qui est déjà dans le groupe de l'Angleterre. Ça m'a paru dingue quand j'ai lu ça. J'aurais pas pensé qu'il y était, mais Gareth Barry a 19 ans à l'époque. Pour moi, Gareth Barry est né trentenaire. J'ai l'impression d'avoir tout connu à 30 ans. Alors, il est barré à l'époque par des joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés. Il y a Beckham, Scholes au milieu de terrain, McManaman, il y a beaucoup de joueurs. Steven Gerrard est déjà là. Donc, c'est difficile pour lui de jouer, mais il est déjà dans le groupe. Il est d'ailleurs considéré comme défenseur à l'époque. Donc, je pense qu'il n'avait pas encore beaucoup d'expérience au plus haut niveau. Est-ce que vous êtes capable de donner le joueur le plus vieux de la compétition? Il a déjà été cité. Non, j'en avais un, mais du coup, c'est pas lui. Ouais, bah pareil, moi j'avais Schmeichel, mais du coup c'est pas lui. Moi j'avais Jürgen Kohler, mais à mon avis, il devait plus être là, je pense. Non, c'est celui qui fait 10e du Ballon d'Or, c'est Lothar Matthäus. Ah bah En oui, effet, oui, il est logique. 38 ans, dont tu as parlé tout à l'heure. Qui d'ailleurs, comme je parlais du cas de la génération vieillissante de l'Angleterre, c'est un peu le symbole de la génération vieillissante de l'Allemagne qui va se réinventer après 7 euros et qui va d'ailleurs imiter le modèle de formation de la France. Donc, comme quoi, ça a un bel échec, ça peut changer pas mal de choses. J'en viens à la partie du quiz la plus difficile. T'en as cité un tout à l'heure, Christophe, un des joueurs qui évolue à cet Euro, mais qui n'est pas français, mais qui évolue en Ligue 1, c'est Philippe Léonard, le Belge, qui jouait à Monaco à l'époque. Il y en a un autre étranger qui joue à Monaco à l'époque et qui dispute cet Euro. Défenseur pour vous aider. Je sais pas si Florent tu auras une idée. J'aurais dit Dado Percho, donc mais la Croatie n'est pas là. Non, mais c'est avant Dado Percho. Il connaît pas le succès de Monaco en 2004, enfin le succès, la finale d'épopée européenne. Je crois qu'il est plus là parce que c'est Patrice Evra qui joue couloir gauche. Mais donc c'est un latéral gauche. Ouais, c'est un latéral gauche. Donc un concurrent de Philippe Léonard du coup. Pour le coup. Parce que je crois qu'il était latéral gauche aussi. Qui était très bien classé du coup au coefficient UEFA, vu que tu viens de donner tout à l'heure. Riese. Ouais, Bernardo Riese qui joue à Monaco à l'époque. Il y a un autre étranger qui joue à Monaco, portugais, c'est Costinha. Il y a à Sedan, je vais le donner parce que Sedan ça va être impossible à trouver, c'est Zoni Novak, le Slovène. Oui, non, c'était impossible à trouver. Et il y a un Bordelais, Florent, et c'est là que t'as pas le droit de te tromper. Donc si tu mets trop de temps à répondre, le creux. Je l'ai eu depuis, mais c'est parce qu'il y a eu tout un bordel avec ces pays où ça a changé plein de fois et maintenant il a plus la nationalité de l'époque, donc c'est pour ça que ça me perturbait. Vas-y, c'est tu peux nous dire. Qui est monténégrin maintenant, mais qui du coup devait être avec la Yougoslavie puisqu'on était encore sur une Yougoslavie unie. Donc oui, du coup ça devient logique si tu repenses avec les nationalités de l'époque, mais c'est vrai que aujourd'hui j'y ai pas pensé directement. Mais oui, sa Belgique était défenseur central avec aux côtés du merveilleux Hervé Alicart et qui a formé la charnière qui a gagné le titre la saison d'avant justement. Pour préciser quand même aux auditeurs, parce que là Florent dit je l'ai trouvé entre temps, c'est le seul truc où tu nous as briefé avant. Oui. Alors que les autres, on découvre tes questions pendant l'enregistrement. Là, celui de Bordeaux, tu nous avais briefé sur l'existence de cette question. Même ça me donne l'occasion de lire le groupe de la Yougoslavie, parce que c'est une nation qui n'existe plus. Et on joue souvent à reconstruire la Yougoslavie chaque année pour se demander ce que ça donnerait comme sélection. Donc je vais donner les noms les plus connus, mais déjà si je cite les 5-6 meilleurs joueurs, ça va être pas mal. C'est déjà solide, je crois. Ouais, Dejan Stankovic, Predrag Mijatovic, Savo Milosevic, je peux dire Mielovic aussi qui jouait à la Lazio à l'époque. Donc je vais pas dire Savelic parce qu'il faisait pas partie des 5-6 meilleurs. Il y a aussi Darko Kovacevic, Mateja Kezman qui est déjà là, qui a 21 ans. Donc voilà, c'est quand même une sélection pas trop mal. Govedarica aussi. Bon, il y a des joueurs qui sont. Est-ce que le gardien était Ivica Krajl? Oui. Alors oui, le gardien était Ivica Krajl, ouais, c'est ça. Bien vu Christophe, qui jouait à l'époque au PSV Eindhoven, pour tout te dire. Donc belle sélection. Je me souviens de prendre le PSV à Football Manager, enfin un Championship Manager à l'époque, avec Kezman devant, donc du coup ça me rappelle des petits souvenirs. Kezman qui fait partie des footballeurs qui ont connu leur pic le plus tôt, un peu à la Michael Owen. Et la John Carew. John Carew aussi. Même si John Carew à Lyon a fait quelque chose sympa, notamment sa petite talonnade contre
contre le Real, mais c'est vrai qu'il a décliné assez vite. On va passer justement au groupe, aux sélections, et on va commencer par l'équipe de France, évidemment. Bon, l'équipe de France, je pense qu'on la connaît par cœur, donc je vais pas vous faire de quiz là-dessus. Dans les buts, Bernard Lama, Fabien Barthez aussi. Est-ce que vous êtes capable de citer le troisième gardien? Bah, c'est Ce Ramé. n'est plus Lionel Charbonnier Ouais, qui est Ulrich Ramé. Ulrich Ramé, ouais, c'est ça. En défense, Candela Lizarazu qui se dispute la place à gauche. Dans l'axe, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Franck Leboeuf, Lilian Thuram qui joue dans le couloir droit. Milieu de terrain, on a du Patrick Vieira, du Djorkaeff, du Deschamps, du Zidane, du Pires, du Mikou, du Emmanuel Petit, du Carambeu. On est sur un milieu all-star quand même, Florent, quand on fait la comparaison avec les autres nations, même avec aujourd'hui, où tu as quand même 6 ou 7 mecs qui à l'époque sont dans des grands clubs ou jouent à très haut niveau. Robert Pires qui est quelques mois de partir à Arsenal et de passer un autre cap. Mais là, tu as quand même 6-7 joueurs qui seraient titulaires dans pas mal de nations. Oui, c'est sûr. Après, quand on parlera de ce qui se passe sur le terrain, y en a certains qui ont en effet la réputation d'être dans des grands clubs, etc., mais qui au final sur le terrain sont encore assez loin du niveau auquel on pourrait s'attendre, notamment le niveau technique. Après, ce qui est marquant avec cette équipe, c'est surtout, même si on va pas trop rentrer dans le détail, c'est cet Euro, c'est vraiment l'éclosion de ceux qui étaient dans le groupe, mais mettaient juste, découvraient un peu le groupe en 98, c'est qu'ils prennent une autre envergure, les Vieira, les Henry, etc. Mais on en parlera plus tard. C'est Pires aussi, qui c'est vrai. prend petit à petit du poids au fil de la compète. Et puis en attaque, il y avait Henry, il y avait Dugarry, il y avait Trezeguet, il y avait Anelka. Par contre, il y avait Victor. ce que je relève aussi, c'est quand tu vois la liste, c'est qu'il n'y a pas de latéraux droit remplaçant. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais dire, sachant que le latéral droit titulaire, c'est déjà Thuram qui est pas C'est parce que Candela peut jouer des deux côtés aussi. Il y a Candela, il me semble que Emmanuel Petit, avant en équipe de France, jouait latéral droit. Il y est passé, je me demande s'il n'a pas éclos à ce poste-là, en fait, avant de devenir milieu. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie confiance en Thuram, tant sur le plan physique que pour tenir le poste, quoi. Et puis en même temps, quand tu le vois jouer, à l'époque, c'était quand même une machine indestructible. Voilà. Oui, on verra lors de l'analyse de la phase de poule que Christophe a peut-être usurpé son surnom. Parce que Thuram, quand il va au duel avec un joueur, les arbitres siffleraient différemment aujourd'hui les interventions de Thuram. C'est quand même assez sportif. Les autres sélections, on a parlé des Pays-Bas, qui a une génération assez dingue, puisque l'Ajax 5 ans plus tôt est vainqueur de la Ligue des Champions, qui est une génération très jeune. Van der Sar, Reisiger, Stam, De Boer, Zenden, Seedorf, Cocu, Davids, Kluivert, Bergkamp, Overmars, Van Bronckhorst. Alors il y a quelques joueurs qui sont pas connus: Kanterman, Van Vossen, Bosvelt, pas connus ou moins connus, Ed de Goey, Arthur Newman, Sander Westerveld. Il y a aussi du Mackay, du Aaron Winter, du Van Hooijdonk, du Ronald de Boer. C'est un effectif, Christophe, on a parlé de la France juste avant, gros effectif. Les Pays-Bas à l'époque aussi, il y a quasiment 16 ou 17 top joueurs sur un groupe de 23. Oui, ce qui est à peu près ce que tu demandes, quoi. C'est-à-dire 11 très bons joueurs, 4-5 remplaçants capables d'intégrer cette équipe, des Mackay, des Seedorf qui peuvent s'intégrer à des postes où a priori le titulaire, genre par exemple Kluivert, c'est difficilement déboulonnable en pointe, mais t'as quand même Mackay qui à ce moment-là est quand même quasiment au top pour faire solution de rechange, et puis on va dire un reste d'effectifs complété par des mecs qui sont moins forts, mais dont t'imagines qu'ils vont pas faire de vagues parce qu'ils sont déjà bien contents d'être là. Sur le papier, je vois pas une énorme différence avec la France. Alors les postes forts sont peut-être pas les mêmes, hein, mais globalement, pour moi, ça se tient à peu près si tu prends le truc dans son ensemble. Par contre, c'est une équipe assez âgée, hein. Dans les jeunes joueurs, t'as Zenden qui a 23, Kluivert 23, Seedorf 24. Mais Kluivert ensuite, qui a 23 sur le papier, mais qui, vu le début de sa carrière et disons son amour de la vie, a en fait 48 ans à l'époque. Non, mais tu vois, il y a quand même pas mal de trentenaires là. Je me suis mis la liste sous les yeux. Il y en a 6, 7, 8, 9. Il y a déjà 9 trentenaires. Il y a les frères de Boer. Il y a. Après, la plupart, ce sont des remplaçants. Aaron Winter, il y a Arthur Newman, Ed de Roy, c'est remplaçant. Van Hooijdonk aussi. Bosveld, Van Vossen. Au final, ceux que tu as cités. Bergkamp aussi, évidemment, qui est trentenaire. Donc c'est une équipe un peu plus âgée quand même. J'ai l'impression que l'équipe de France, à vue d'œil, j'ai pas calculé la moyenne, hein, mais après côté français, t'as Lama qui a 37 et qui fait exploser le truc à lui tout seul, mais il y a une petite différence entre les deux, je trouve, à ce niveau-là. Autre équipe candidate au titre à l'époque, c'est le Portugal, qu'on retrouvera en demi-finale. Victor Baía, Jorge Costa, Rui Jorge, José Luis Vidigal. Alors il y a des joueurs qui sont un peu moins renommés. Fernando Couto, évidemment, le joueur préféré des enfants, parce que c'est rigolo de dire son nom. Paulo Sousa,
Florent. Eh oui. Qui est dans la sélection. Luis Figo, Joao Pinto, Ricardo Sapinto, Rui Costa, Sergio Conceição. Beaucoup de joueurs qui sont devenus coachs dans cette équipe. C'est vrai. Pedro Espina, Dimas Teixeira, Abel Xavier, qui dont la main a sauvé l'équipe de France. Costinha, donc. Beto, Paulo Bento, encore des entraîneurs. Paoletta, Nuno Capucho, Carlos Secretario, Nuno Gomes et Quim. Je sais pas s'il faut dire Quim, je sais pas. On n'a pas assez de Portugais dans l'équipe de Vue du Banc. Il faudrait qu'on en ait un peu plus pour les prononciations de ces équipes-là. Mais c'est une équipe qui est plutôt pas mal aussi, qui au début de la compétition, j'ai pas l'impression qu'elle soit perçue comme une équipe favorite malgré la présence de Figo, qui est un des plus grands joueurs à l'époque, mais qui va s'en sortir pas trop mal. L'Italie, génération exceptionnelle aussi, Abbiati, Ferrara, Maldini, Albertini, Cannavaro, Paolo Negro, Angelo Di Livio, Antonio Conte, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Gianluca Pesotto, Francesco Toldo, Nesta, Di Baggio, Giuliano, Ambrosini, Zambrotta, Stefano Fiore, Montella, Totti, Del Vecchio, Antonioli. Là, ligne par ligne, Florent, il y a peut-être le meilleur joueur chaque ligne de la compétition. On s'en rendra compte petit à petit. Mais quand tu vois Nesta derrière, Toldo qui fait un Euro assez incroyable, au milieu de terrain, tu as quand même des... C'est peut-être là qu'il n'y a pas le top joueur, et encore de Albertini à l'époque, c'est un sacré joueur. T'as des joueurs fiables en fait, au milieu. Ouais, et Totti devant, mais c'est fiable. Après, il y a... Mais ça correspond à la Serie A de l'époque aussi, la Serie A qui est le plus grand championnat en 2000. Ouais, et puis ce qui est marrant quand tu revois la liste aujourd'hui, et que tu vois les âges, c'est assez rigolo de voir que la plupart... Tu vois Totti qui a 23 ans, et tu sais qu'il a joué jusqu'à 38-39... Nesta aussi a duré pas mal de temps. En fait, c'est des joueurs là qui arrivent dans leur prime, mais que nous on a connu quand on s'est vraiment intéressé au foot, qu'on a connu, qui étaient sur la fin de carrière, mais c'était des fins de carrière prolongées, parce qu'en fait chaque année ils réussissaient à continuer à être performants et à avoir des résultats et à faire des stats. Mais tu vois, quand tu vois Zambrotta 23, même si Zambrotta est peut-être celui qui a le plus rapidement explosé, mais quand tu vois sa débauche d'énergie sur le côté quand il était à son meilleur niveau, tu peux comprendre pourquoi il a pas duré autant que les autres. Mais tu vois, les Totti, ça a duré longtemps. Ambrosini, il a joué jusqu'à quand même pas mal d'années après au Milan. Nesta, j'en ai parlé à l'instant. Del Piero, c'est pareil à la Juve. Inzaghi aussi est resté un buteur solide jusqu'à ce qu'il ait passé 30 ans. Cannavaro aussi. Enfin, tu vois, c'est des joueurs. En gros, c'est la rencontre entre les mecs qui ont duré très longtemps, qui sont de la génération du Milan, de Sacchi, et qui sont toujours là. Et ceux qui ont pris la suite et qui au final ont remporté la Coupe du Monde 2006. T'as un peu le même cas sur l'équipe d'Espagne par exemple, parce que on a cité pas mal de joueurs espagnols, mais il y a Guardiola à l'époque, à l'Euro 2000, c'est peut-être pas celui qui a plus marqué l'Euro 2000. Il y a du Canizares, du Salgado, du Aranzabal, Abelardo, Fernando Hierro, Ivan Elguera, Fran, Pedro Munitis, joueur dont j'étais fan quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il était petit moi aussi, donc je me disais finalement on peut y arriver en étant petit. C'est un peu je sais pas ce serait quel joueur aujourd'hui Munitis, Christophe, si on devait comparer. Dans mon souvenir, c'est un ailier assez virevoltant qui marquait quand même pas mal de buts et qui était assez utile au Real, mais qui était pas une star. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Je me rappelle surtout au départ, moi. Là tu me poses une colle, mais en plus Munitis ça a vraiment duré. J'ai souvenir de lui assez tard. Souvenir de lui au départ. À la Corogne après, il me semble. Ouais, il a joué à Santander au Real, il est retourné à Santander, il a joué au Deportivo La Coruña aussi, puis il refinit à Santander. Oui, c'est ça, je me souviens de lui à Santander au début des années 2010. Ouais, moi je me souviens de lui au Real début des années 2000, mais en fait il rejoint le Real après l'Euro 2000. Donc c'est juste après cet Euro qui va au Real. Donc je continue la liste: Raúl, Alfonso, Sergi, Iker Casillas, Gerrard, Vicente Egonga, dont je n'ai aucun souvenir, Gaisca Mendieta, Joseba Echeverria, Paco, Juan Velasco, Ismail Orsaiz. On arrive aux joueurs basques, Juan Carlos Valerón, qui était là aussi. Merveille du déport. Dans mon souvenir, ne joue pas énormément. Non, je crois pas non plus. Mais je me rappelais même pas que tu vois qu'il jouait à l'Atlético à l'époque. Dans ma tête, Valerón, c'est Deportivo quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas là qu'il a connu ses plus grandes années. Et José Molina, gardien qui finit, qui est dans les buts à l'époque, mais qui est remplaçant. C'est quand on a prévu de se revoir l'Euro 2000. T'es curieux de revoir quel joueur, toi, Florent, par rapport aux souvenirs que t'en gardes. C'est quand on cite des noms comme ça, tu vois. Quand je vois des noms comme Fernando Hierro, qui est une icône et qui est aujourd'hui un des plus grands défenseurs de l'histoire de l'Espagne et du Real Madrid, j'ai un peu envie de savoir comment ils jouaient vraiment à l'époque, tu vois. Mais je sais pas s'il y a des joueurs, toi, au moment de les voir peut-être pour la première fois avec un œil adulte, où tu te dis, mais finalement, c'était qui ce gars? Après, tout à l'heure sur l'Italie, j'ai plus de questions à ce niveau-là, notamment Totti, que toi tu as vu et puis t'as un peu spoilé à ce niveau-là. T'as bien insisté sur sa finale phénoménale a priori. Donc t'as Totti, Del Piero, c'est pareil.
Après, tu vois, quand on regardait le premier tour, quand on regardait les matchs, on se posait souvent la question, ce joueur-là, quel joueur ce serait aujourd'hui? Et c'est vrai que pour ces joueurs-là, Totti notamment, parce qu'à l'époque, en fait, je me rappelle pas s'il jouait déjà dans ce rôle de faux neuf dans lequel l'a mis Spalletti, ou si il avait un rôle, je sais pas, de 9,5 ou d'ailier, ou enfin voilà. On en parlera dans l'épisode 6. Une curiosité à ce niveau-là. Et après sur l'Espagne, au final, une des questions que je pourrais me poser quand je vois l'équipe, et parce que je connais l'importance qu'il avait à l'époque, enfin qu'il prenait à Valence, c'était Mendieta, Christophe en parlait tout à l'heure, c'est est-ce que ce joueur-là qui a malheureusement pour lui quand même floppé une fois qu'il a quitté Valence, ça s'est pas très bien passé pour lui dans les autres clubs et championnats qu'il a fait, c'est est-ce que ce joueur-là aurait pu avoir une longévité plus importante s'il était sorti aujourd'hui, par exemple? Je crois qu'il part remplacer Nedved à la Lazio ou quelque chose comme ça, Christophe. Je crois que c'est l'idée à l'époque, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Il part à la Lazio, en tout cas, c'est sûr. Et puis après, il fait Barcelone et il finit à Middlesbrough. Donc la chute est. Non, ouais, ça s'est pas très bien passé par la suite. Ouais. Parce que 2001, il part de Valence après une année où il fait finale de Ligue des Champions, et 2003, il arrive à Middlesbrough. Donc c'est. Après, il y a eu des blessures, il y a eu des problèmes physiques, je crois. C'est Thomas Pasquet, sa carrière, Mendieta en 2 ans. C'est quand même dur. Mais moi, il y a des joueurs qui m'intéressent côté espagnol, mais je sais même pas s'ils ont joué, en fait. Enfin, tu vois, genre Valerón, ça m'intéresserait de voir. Parce que tu citais notamment Hierro pour avoir bossé notamment sur le Barça et le football espagnol du milieu des années 90. Moi, j'ai revu quand même pas mal de matchs de Hierro au Real, d'ailleurs plutôt son entre guillemets début de carrière, enfin plus la période 95 que la période 2000, mais ce qui est même pas vraiment son début de carrière, mais voilà. Mais ça m'intéresserait de voir, revoir Alfonso, même voir comment Urzáiz ou Echevarría jouaient. Est-ce que les deux Basques avaient un style de jeu particulier, mais je sais là comme ça, je sais même pas s'ils ont été alignés. Autant Alfonso oui, autant les deux autres, les deux Basques, je ne sais pas, donc je suis pas sûr que ce soit forcément la compète qui donne les réponses à mes interrogations. Alors on passe au groupe où là, il y a eu des plus grosses surprises, et on en parlera lors du deuxième épisode ou au troisième épisode. L'équipe d'Angleterre avec David Seaman, 36 ans à l'époque, Gary Neville et Phil Neville qui étaient encore jeunes, Sol Campbell, Tony Adams et Martin Keown qui ont tous les deux 33 ans, David Beckham, Paul Scholes, Alan Shearer, Michael Owen, Steve McManaman, Gareth Southgate, Nigel Martin, Paul Ince, Gareth Barry, Steven Gerrard, Dennis Wise, Nick Barnby, Emile Esquet, quelle carrière, Kevin Phillips, Robbie Fowler et Richard White, qui jouait à Ipswich à l'époque. C'est une équipe qui est découpée entre des joueurs très âgés et des joueurs très jeunes. Il y en a quelques-uns entre les deux qui sont titulaires, mais pas beaucoup. Et ça expliquera notamment l'échec de l'Angleterre, qui est un peu le même que celui de l'Allemagne. Oliver Kahn, Marcus Babbel, Marco Reimer, Thomas Linke, Marco Bode, Jens Novotny, Mehmet Scholl, Thomas Hassler, Ulf Kirsten, Lothar Matthaus, Paulo Rink, Jens Lehmann, Michael Ballack, qui a 23 ans à l'époque, Dietmar Hamann, Darius Woos, Jens Jeremies, Christian Ziege, Sebastian Deisler, Karsten Janker, joueur incroyable, Oliver Bierhoff, Carsten Ramlo, Hans-Jörg Butt, Et j'ai l'impression que cet Euro, ça va être l'échec de la génération Bierhoff, en fait, Christophe. Les mecs qui ont 31-32 ans à l'époque. C'est déjà tard, hein, 31-32 pour. Bah oui, c'est ça, mais tu pourrais quand même être encore pertinent. Après, c'est la suite d'une équipe qui vient de gagner avec certains joueurs et qui repart 4 ans plus tard avec les mêmes, quoi. Au final, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont vécu ça depuis. Tu sais, c'est l'échec de la génération qu'on a moins connu nous. En fait, quand tu me demandes comment jouer Oliver Bierhoff ou quel souvenir j'ai d'Oliver Bierhoff, j'en ai pas vraiment. Par contre, si tu me demandes quel souvenir j'ai de Dietmar Hamann ou de joueurs plus jeunes, je sais pas si on doit citer Mehmet Scholl par exemple qui a 29 ans alors que Bierhoff en a 32, là je me souviendrai. Et après, je pense que c'est là la rupture entre notre génération et celle d'avant, elle est sur ces joueurs-là. Après, ce qui est marquant, c'est que quand tu vois leur 23 là, t'as seulement 2 joueurs qui ont moins de 25 ans, c'est Ballack. Qui a porté ensuite l'Allemagne quand même jusqu'en finale en 2002 et Deisler qui malheureusement pour lui et peut-être pour le football allemand, qui sait, a totalement disparu parce que mentalement ça suivait pas, il y avait pas mal de blessures, etc. Mais c'est vrai que une sélection avec seulement 2 joueurs de moins de 25 ans, je crois parmi toutes celles que tu as citées jusque là, je crois qu'il n'y en avait pas, donc c'est vrai que c'était une équipe quand même assez âgée et en plus ils avaient le doyen avec Matthaus. Deisler qui a arrêté sa carrière à 27 ans après de multiples blessures. Donc assez triste.
Un petit point sur les sélectionneurs. Est-ce que vous vous rappelez de sélectionneurs à part Roger Lemaire, par exemple, de l'époque? Vous êtes capable de me citer le sélectionneur de l'Italie, par exemple? C'est... Tinozov. Ouais, Tinozov. Les Pays-Bas? Ah bah on l'a vu tout à l'heure en plus. Le pire, c'est qu'on l'a vu, mais Rijkaard. Ouais, Rijkaard, qui est peut-être le gars qui a le mieux réussi ensuite, parce que quand je regarde les autres grandes nations, le Portugal par exemple, c'est Humberto Coelho. Je sais pas ce qu'il a fait derrière. Il a fait des livres. Des livres. La vanne facile. Donc Roger Lemaire, qui après est champion d'Afrique avec la Tunisie, puis disparaît. C'est Chovanec pour la République tchèque. Ouais, écoute, arrête de nous emmerder avec la République tchèque. L'Espagne, c'est José Antonio Camacho. Je vais regarder qui c'est la République tchèque. La Norvège, Niels Jonsson. Les Pays-Bas, donc on a dit. Et le Portugal, on a dit. La République tchèque, c'est Boskov pour la Yougoslavie, qui pareil n'a fait rien derrière. Et la République tchèque, c'est Josef Jovanec. Oui, donc voilà, c'est ça. Mais qui succédait au sélectionneur de 96, le célèbre Dusan Urin. Vas-y, passons. L'Angleterre, c'est Kevin Keegan. À l'époque, et l'Allemagne, Eric Riebeck. Bon, pareil, aucun souvenir. Mais parce qu'on dit souvent que le foot des nations, Christophe, est maintenant un foot où les entraîneurs, les grands entraîneurs ne veulent plus aller. A posteriori, quand on lit les noms des sélectionneurs de l'Euro 2000, ça a commencé bien. Disons, la seule variable que tu peux introduire, c'est est-ce que on n'a plus forcément tout en tête? Est-ce qu'il n'y en a pas une partie qui se sont justement grillés en étant sélectionneurs et qui n'étaient pas plus réputés? Mais c'est sûr que là, comme ça, pour que le sélectionneur allemand soit à peu près inconnu, même qui gagne à la tête de l'Angleterre, tu te demandes est-ce que soit les entraîneurs de club n'étaient pas intéressés, soit tu avais des sortes de passe-droits pour certains anciens joueurs. J'avoue, je ne peux même pas avoir de souvenir si Rijkaard avait déjà coaché avant ça, s'il avait vraiment une réputation, ou si c'est juste l'enfant prodige qui veut devenir coach, on le nomme tout de suite. Mais c'est sûr que ça tranche avec l'idée que tu peux avoir dans les années 70-80 où le meilleur entraîneur, tu le mettais à la tête de ta sélection nationale. Pour te répondre, Rijkaard commence sa carrière de coach avec la sélection des Pays-Bas. Ouais, c'est parce qu'il me semble parce qu'il est très jeune à l'époque. 98, parce qu'il il a arrêté sa carrière 3 ans plus tôt, et puis il a dû se former, et après il enchaîne avec la sélection des Pays-Bas. Après, si on faisait une rétrospective encore plus ancienne, nous qui avons regardé pas mal de matchs du Milan de Sacchi à l'époque, Rijkaard, c'est quand même c'est dans l'histoire des Pays-Bas peut-être un des 5, 6, 7 meilleurs joueurs, Christophe. Donc quand il prend la sélection, c'est un peu comme si... c'est un peu comme quand il y a eu les rumeurs sur Zidane et la sélection française. Alors que le gars est tellement immense en tant que joueur que tu vas pas le questionner et lui remettre en cause sur ses compétences d'entraîneur, parce que c'est une icône incroyable qui finit sa carrière par le titre de Ligue des Champions, enfin de Coupe d'Europe des vainqueurs de championnat à l'époque en 95. Et pour les Pays-Bas, c'est un coup médiatique et un coup de com' incroyable d'avoir Rijkaard en tant que sélectionneur. Ouais, parce que si t'enlèves la période années 70 où c'est pas forcément facile de comparer, mais sur la deuxième génération dorée des Pays-Bas, celle qui gagne l'Euro 88, c'est Gullit, Rijkaard, Van Basten, quoi, les trois vraies stars de cette équipe. Et autant Van Basten en tant que numéro 9, tu l'imagines pas forcément avec un profil de coach, autant Rijkaard qui a joué au milieu, qui a joué en défense, qui a côtoyé Sacchi, qui a côtoyé Cruyff, c'est sûr qu'il a parfaitement le profil du mec dont tu dis rien qu'avec son bagage entre guillemets intellectuel d'avoir côtoyé des entraîneurs qui sont parmi les plus grands de l'histoire. Sa reconversion comme coach, elle est quasiment évidente. Alors j'imagine qu'il a bossé avant, mais rien qu'avec ce qu'il a vécu, c'est sûr que ça semblait assez logique. Pour terminer ce podcast par l'équipe de France quand même, parce que c'est le sujet de notre saga, t'avais quelle conception de cette équipe-là, quel souvenir de la France à l'Euro 2000, Florent, et qu'est-ce que tu attends de voir contesté ou confirmé par le visionnage des matchs, sachant qu'on en a déjà vu 3, mais qu'est-ce que tu pensais de l'équipe de France 2000 et des joueurs de l'équipe de France 2000 avant de revoir les matchs qu'on a revus? Alors juste avant, un petit jeu que j'ai trouvé, oui, j'aime. Ouais, parce qu'il n'y a pas que toi qui peut poser des quiz. Je vais juste parce que c'est quand même des personnages qui restent dans l'esprit, je trouve. Quand tu reviens sur des anciens matchs, ce sont les arbitres qui font cette compétition, parce qu'en fait j'ai trouvé la liste là des arbitres, et en fait il y en a pas mal dont je me rappelle quand même assez bien. Donc je vais juste vous donner des noms, vous me dites si vous avez un souvenir de ce nom, si vous dit quelque chose, etc. Ouais. Bon, évidemment Colina, oui. C'est facile, c'est le plus simple. Ensuite il y a Urs Meier. Pas du tout, mais prénom génial. Ouais, très très beau prénom, arbitre suisse. Après il y a Anders Frisk. Ça, oui, bien sûr. La pièce de monnaie. Ouais. José Garcia Aranda, arbitre espagnol. Moi, ça me dit quelque chose. Je saurais pas dire dans quel match, mais ça me dit quelque chose. Marcus Merck.
Ça me parle, mais sans. Et je crois que c'est l'arbitre qui expulse. Non, c'était Elizondo en finale 2006. Mais lui, il a arbitré des finales, quoi. Ça, c'est certain. Ça fait un peu nom de Sotereski, Christophe, non, Marcus Berg. Ah, il est allemand. Ouais, ça ressemble aussi un peu à Marcus Berg, qu'on salue s'il nous écoute. Après, en écossais, il y a un arbitre, Hugh Dallas. L'arbitre anglais, c'est Graham Paul. Celui-là, je pense que vous l'avez. Gilles Vessière pour le français. Et après, le portugais, ça me dit rien. Par contre, Vitor Melo Pereira, en portugais. Dick Jol en néerlandais. Gunther Banco, qui a un superbe nom, qui est l'arbitre de France-Danemark. Banco qui a une résidence à Ibiza l'été prochain. dont on va parler plus tard. Et après, arbitre danois, Kim Milton Nielsen. Et le truc un peu bizarre, c'est qu'il y avait Ah, tu l'as, Nielsen? Ah, ok, Milton Nielsen, ouais. Et le dernier, c'est un arbitre égyptien qui, j'imagine, était invité pour le tournoi. Il s'appelle Gamal Al Gandour. Voilà. Mais ouais, quand j'ai vu la liste, c'est vrai qu'il y avait 6-7 noms qui sont quand même assez marquants et qui, je pense, raviveront certains souvenirs chez les gens qui nous écoutent. Voilà. Mais de toute façon, on parlera assez rapidement dans certains épisodes de l'arbitrage. Notamment des juges de ligne, pour le coup. Oui. Des juges de touche. Des juges de ligne et puis aussi du style de football qui est autorisé à l'époque. Ouais. Parce que même 20 ans en arrière, le carton sortait beaucoup plus difficilement. Peut-être que même en PL, il sifflerait maintenant de tels tacles. Bon, pour revenir à l'équipe de France, donc je disais, Florent, quelle vision tu avais à l'époque où tu avais gardé de l'équipe de France 2000, notamment de certains joueurs? Qu'est-ce qui t'avait marqué et qu'est-ce que tu es curieux de voir remise en question par ce visionnage et par cette saga? En fait, le truc, c'est que sur cette compétition, j'ai assez peu de souvenirs à part la finale. France-Italie, où il me semble que j'avais assisté à la finale chez mes grands-parents, c'était un samedi ou un dimanche soir, donc on devait avoir vu ça en famille. Mais donc j'ai juste des vagues souvenirs de la finale. Après, sur le reste, ce sont plus des lectures que j'ai pu avoir après qui m'ont vendu cette équipe comme la meilleure équipe du monde à l'époque. Donc ça va être surtout pour vérifier ça. C'est aussi sur le plan individuel. A priori, l'avènement de Zidane, comme le joueur qu'il est, qu'il a été par la suite, il serait sur le papier, en tout cas, à son meilleur niveau sur ce tournoi-là. Donc, alors que Christophe convulse dans la pièce. Non, mais tout va bien. C'est vrai. Non, mais ça aussi, j'attends de voir. Mais voilà, sur le jeu pratiqué, est-ce que c'était vraiment quelque chose d'hyper agréable, comme on peut le lire aujourd'hui ou l'entendre de gens qui ont vécu ça vraiment en étant suiveurs de l'équipe de France. Donc ça va être surtout ça, parce que après évidemment le résultat on le connaît, mais est-ce que sur le plan du jeu il proposait vraiment quelque chose de différent et quelque chose de supérieur à toutes les autres nations? C'est surtout là que... Et de supérieur à 98, parce que c'est ça l'histoire qu'on nous raconte aussi aujourd'hui, c'est que la France à l'Euro 2000 d'un coup est cette équipe qui joue bien, alors que 98 il y a quand même cet héritage assez défensif et assez mou, on peut dire, pas très intéressant, pas très dynamique. Le 2000, quand on en parle, c'est toujours d'un coup l'équipe de France a bien joué au football, avec un peu plus de liberté qu'avec Jacquet. On en reparlera lors de l'épisode précédent. Même question pour toi, Christophe, j'y répondrai un peu après, mais j'ai le sentiment que ce revisionnage et ce qu'on va faire là lors de chaque saga, c'est qu'on va comparer ce qu'on a gardé de ces époques-là, un peu les mythes qu'on avait, les joueurs qu'on idolâtrait. J'ai un peu l'impression de relire les bouquins qu'on nous a fait lire au collège, mais avec l'œil adulte, les critiques, et de se rendre compte peut-être que sur certaines choses, soit on nous a menti, soit on était beaucoup plus dans l'admiration, dans la contemplation, et on se rendait pas compte de certaines failles ou de certaines limites du foot à l'époque et de certains joueurs. Ouais, alors il y a plusieurs lectures. Il y a la lecture mensonge, à savoir qu'on a réécrit a posteriori une histoire qui se finissait bien, donc puisque la fin était réussie, ça coûtait rien de réécrire le milieu et de dire que la phase de poule et de dire que le quart de finale était très bien, parce que comme tu finis en vainqueur, autant glorifier un peu le vainqueur, et que c'était un peu plus facile de le faire pour 2000 que de faire pour 98, où malgré tout, rien que de regarder le scénario du match fait que c'est difficile de croire dans une maîtrise absolue. La deuxième lecture, c'est de se dire que simplement le foot d'époque était tel qu'il est, et que tu n'avais pas forcément besoin d'être ultra flamboyant pour être au-dessus du lot, et qu'il faut toujours juger une équipe par rapport à la période dans laquelle elle évolue. Maintenant, nous deux, en bossant sur le bouquin Les entraîneurs révolutionnaires du foot, on s'est fait des vieux matchs, et c'est sûr que le foot des années 2000, on aura largement le temps d'en reparler, mais c'est pas parce que l'œil actuel est habitué à un foot quand même assez développé, assez pertinent tactiquement avec des relances au sol, que il faut considérer
que tout ce qui était fait avant était mauvais, parce que toi, tu as parlé de Saki tout à l'heure dans les années au tournant des années fin 80, début 90. J'ai vu aussi énormément de matchs de Cruyff à cette époque-là. Les matchs des Pays-Bas et de l'Ajax de Rinus Michels, faut pas sous-estimer le fait que l'ancien football, entre guillemets, avant 2000, il y avait aussi des choses ultra bossées tactiquement. Donc c'est pas le foot qui est né il y a 10 ans, quoi. Pour appuyer ce que tu dis, je pense que le football de Saki et de Cruyff des fin des années 80, début des années 90, est peut-être supérieur à celui qu'on va évoquer pendant 6 épisodes là. C'est ça, c'est en dévoilant un peu, et il est tout à fait cohérent dans le foot actuel, alors, avec des spécificités, etc. Mais disons l'aspect bossé du truc la maîtrise des principes de jeu était quand même largement équivalente à ce que tu vois sur les très 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 grands clubs actuels. Et sinon, concernant ce que j'ai envie de voir, mes souvenirs, c'est surtout comment ça anime le milieu de terrain, en fait, parce que c'est vraiment la conception que tu as de France 98, une espèce de 4-4-1-1, 4-5-1, un truc assez défensif, où rien que le profil des milieux de terrain, tu te dis oui, forcément, Petit Deschamps, on n'est pas sur du 6 où c'est un meneur reculé à la Pirlo qui va envoyer du jeu à la Redondo. Donc ne serait-ce que les compositions d'équipe et la manière dont tu articules ton milieu de terrain, sachant qu'à partir du moment où tu as notamment Thuram latéral droit, tu sais très bien que tu n'auras pas énormément de débordements qui vont venir de ce côté-là, comment s'anime la France avec la balle, quoi. Après, pour les souvenirs de compétition, moi, comme Florent, j'ai quand même des souvenirs, c'est juste des moments, quoi, c'est des petits flashs. Je me souviens qu'en finale, j'étais pour l'Italie, donc j'étais dégoûté. Je sais pas pourquoi j'étais pour l'Italie, parce que j'étais pour la France en 98. J'imagine que parce que j'étais déjà un peu dans cette logique pas forcément un fanatisme qui transcende les matchs, mais un truc vraiment match par match. C'est-à-dire que si je regarde une rencontre, là, généralement, je suis neutre et je suis pour l'équipe qui m'impressionne le plus et joue le mieux. Et j'imagine que mon sentiment sur le moment, c'était que l'Italie jouait mieux ce match-là et méritait de le gagner. Je pense que c'est ça. Donc après, à voir si sur les autres matchs de l'équipe de France, il y a ce sentiment entre guillemets d'injustice, qui était peut-être pas justifié d'ailleurs sur le moment, ou si la France, à sa manière, a vraiment maîtrisé les débats. De toute façon, on publiera sur Twitter ou sur le Discord une vidéo de toi en 98 qui exulte sur le carton rouge de Zidane contre l'Arabie Saoudite. Donc on aura tout. Je sais même pas si j'ai vu ce match, hein, je vais être honnête. J'ai dû le voir, mais je n'ai pas de souvenir en particulier. Non, mais écoutez, je déconne, mais on pourra analyser tout ça. On parlera beaucoup dans l'épisode prochain, si on peut un peu teaser, comme le font les épisodes de Plus belle la vie. Parce qu'il faut aussi dire que Christophe, au-delà du saut à ski, adore Plus belle la vie. J'ai pas mal d'épisodes de retard là, donc. Je suis très premier degré quand je le dis en plus. Non, dans le prochain épisode, Florent, on va parler beaucoup de Didier Deschamps. Un peu. On va parler beaucoup de Christophe Dugarry. On va parler du style de l'équipe de France sur les 3 premiers matchs, donc contre le Danemark, la République tchèque et les Pays-Bas. On parlera aussi un peu des adversaires. Ouais. Si toi, juste pour teaser un peu, il y a un truc dont tu as envie de parler dans le prochain épisode. La première mi-temps peut-être de la République tchèque, qui pose pas mal de problèmes aux Français. Après, c'est vrai que les 2 autres matchs sont moins intéressants. J'avais beaucoup d'attentes sur le France-Pays-Bas, vu que les Pays-Bas feront demi-finale ensuite. Mais c'est vrai on est sur un match de coiffeur pour les Bleus, avec un milieu assez improbable, avec Vira, Pires et Mikou. Imaginez comment ils étaient organisés, hein, nous on n'a pas compris non plus. Et aussi quand même sur le premier match, la supériorité de Henry. Alors, sur la partie et notamment sur les défenseurs danois, il va à une vitesse incroyable, ce qui fait que vous pouvez faire du goal à goal, il ira toujours plus vite que le défenseur, donc vous pouvez pas lancer des ballons devant, et à partir du moment où il court plus vite, ça facilite quand même pas mal de choses. On parlera pas mal d'Henry, que moi j'aimais pas trop quand on a commencé vraiment à regarder le foot avec un œil plus averti, mais qui, c'est vrai, sur cette Euro 2000, en tout cas sur cette phase de poule, et peut-être va nous faire changer d'avis, au moins sur la version qu'il était à l'époque. Christophe, si tu as envie de parler d'un truc, et tu as interdiction de citer la République tchèque, donc trouve une autre idée, un truc sur la phase de poule de l'équipe de France. Les relances de Peter Schmeichel, choix de jeu, et sans aucun... c'est de très loin ce qui m'a le plus marqué sur cette phase de poule, et même, je pense, dans ma jeune carrière de suiveur du foot et dans ma vie, je pense que c'est l'un des trucs les plus marquants. Je pense que je n'en remettrai jamais. Oui. Et d'ailleurs, des choix de jeu de Peter Schmeichel. Ça posera la question, cela dit, quand on voit tous les dégagements de gardiens de l'époque et la distance qu'ils arrivaient à atteindre et à effectuer, comment ça a changé la formation des gardiens et peut-être les ballons. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très très rare qu'un gardien arrive à envoyer le ballon à l'autre bout du terrain. Alors, ils le font moins parce que c'est moins demandé aussi.
Mais quand on voit qu'Ederson maintenant nous étonne ou nous bouleverse quand il arrive à envoyer le ballon dans la surface adverse, on se rend compte qu'à l'époque tous les gardiens le faisaient. Et parfois ils envoyaient directement le ballon en 6 mètres. On en parlera avec Schmeichel qui a quand même fait un goal à goal pendant 2 minutes avec Barthez assez incroyable. Donc on en reparlera dans le prochain épisode qui sortira sans doute la semaine prochaine. Ouais. De toute façon celui-là va être publié soit ce jeudi, soit vendredi. On enregistre là, il est jeudi 15 août, 15h14. Donc il sortira au moins pour ce week-end. Et puis la semaine prochaine, on parlera de la phase de poule de l'équipe de France. On parlera aussi peut-être un peu de la phase de poule des autres équipes, puisqu'on a des visionnages à faire d'ici là. Donc je vous retrouverai, Florent et Christophe, la semaine prochaine. On espère que ce premier épisode, messieurs, mesdames, vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos retours sur Patreon ou sur Discord. Le fil sur le podcast est ouvert, on pourra en discuter ensemble. Si vous avez des suggestions, des souvenirs à nous faire partager, des idées, faites-le. C'est intéressant d'avoir vos avis. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à toi, Christophe. Merci Raphaël Cosmidis pour cette belle animation. Merci à toi, Florent Tonici, le Bordelais, le Girondin. Et merci à toi et de rien. Ça t'a fait du bien de te souvenir un peu des belles époques girondines? Ouais, celle-là ça va. Et puis il n'y en aura pas d'autres parce que 2010 c'était une Coupe du Monde, donc on va sauter la deuxième bonne période, donc c'était bien d'en reparler un petit peu. Ouais. Profites-en, c'était la dernière fois. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Cordialement. À gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça, On aime tous ces soirées-là, jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, ces bébé. soirées-là.